Bonjour chers amis, je suis Scolastique Mukasonga, écrivaine rwandaise et française. À mon grand regret, étant donné les circonstances actuelles que vous connaissez tous, je n'ai malheureusement pu répondre à l'invitation de l'Institut français de Londres. Croyez-moi, c'est une très grande déception pour moi. J'ai toujours bénéficié d'un accueil généreux et efficace auprès d'un très grand nombre d'instituts français dans de nombreux pays. Je ne désespère pas. J'espère venir un jour à la rencontre de mes lecteurs britanniques. Je vais essayer maintenant de répondre à vos interrogations. Vous me demandez si j'avais un pressentiment des choses terribles qui se passeraient 20 ans plus tard. Plus qu'un pressentiment, c'était bien une certitude. Les Tutsis le savaient bien. Ils étaient voués à être exterminés. C'était à l'âge de 3 ans, en 1959, à la Toussaint, que j'ai vu brûler la maison familiale, incendier les vaches dans les étables. Que ma famille, comme beaucoup d'autres Tutsis, a été déportée à Nyamata. Ce n'était pas le Rwanda. Une terre inhospitalière, domaine de grands animaux, infestée de la mouche tsetse, où on espérait nous voir périr. C'est en 1953 que j'ai vu instaurer le grand camp militaire d'Ogako à la frontière du Burundi, pays voisin, pour empêcher toute possibilité aux exilés de Nyamata de fuir et d'échapper au massacre arbitraire dans les villages. C'est en 1967 que j'ai vu créer un centre de jeunes révolutionnaires du parti unique, de jeunes bandits ramassés sur le grand marché de Kigali, la capitale. Ils étaient formés à la haine et à la violence et étaient là pour semer le terreur dans les villages des exilés. C'est en 1973, l'année où se passe le film Notre-Dame des Nil, que le premier gouvernement Hutu de Grégoire Kayibanda a durci la mise à l'écart des Tutsis, supprimant le quota de 10% pour les écoles secondaires et les administrations. C'est cette année qui va marquer mon destin d'exilé. Dès lors, je dois assumer mon destin d'exilé et bientôt de survivante et d'être la mémoire des miens et de tous ceux qui seront exterminés en 1994 à Nyamata. Mes 2 premiers livres seront les lincels et les tombeaux. S'agissant de savoir si les Tutsis ont été victimes des mêmes préjugés et connu le même sort que les Juifs, alors que la distinction entre Tutsis et Hutus relève du domaine économique, l'anthropologie européenne adoptée par les colonisateurs et les missionnaires va en faire un clivage racial. Les Tutsis ne sont pas tout à fait des Noirs, mais des envahisseurs venus d'Éthiopie, d'Égypte et pourquoi pas une des 10 tribus perdues d'Israël. Les extrémistes ont conclu que les Tutsis sont des étrangers, les premiers colonisateurs. La propagande en fait des Ignenzis, des cafards, des virus parasites qu'il faut éradiquer. Le parallèle avec la Shoah s'impose.
nous avons été animalisés, comme le furent les Juifs. Le génocide des Tutsis est programmé et organisé comme le fut celui des Juifs. C'est à la lecture d'Elie Wiesel et de Primo Levi que j'ai puisé la force de témoigner et d'écrire. Dans la tragédie du Rwanda, le génocide, tout le monde a été victime, les bourreaux comme les victimes Tutsis. Le Rwanda, avant l'arrivée des Européens, était bien une nation. Les traditions orales nous font remonter jusqu'à la fin du XVIIe siècle, l'archéologie au premier millénaire. La population se répartissait en 3 groupes, Hutu, Tutsi, Twa. Ces 3 catégories n'étaient en rien des ethnies, encore moins des races. Tous les Rwandais parlent la même langue, le Kinyarwanda. Ils habitent les uns après les autres. Il n'y a pas de région Hutu ni de région Tutsi. Ils partagent la même culture. Les Tutsis étaient plutôt spécialisés dans l'élevage, les Hutus dans l'agriculture et les Twa côtiers. Si la royauté était Tutsi et si certains clans détenaient des prérogatives et des richesses considérables, la plupart des Tutsis ne se distinguaient en rien de la majorité de la population. L'élite politique et économique comprenait aussi bien des Tutsis que des Hutus, mais sera classée par les Européens sous la seule dénomination des Tutsis. La carte d'identité imposée par le colonisateur belge porta la mention Tutsi ou Hutu ou Twa figera définitivement les soi-disant ethnies. La complexité, le raffinement de l'organisation politique et religieuse attribuée aux seuls Tutsis fascine à tel point les premiers observateurs européens que ceux-ci refusent d'avoir dans les éleveurs de 1000 collines de simples autochtones. C'est le schéma européen de l'époque qui justifie la colonisation. Celle-ci apporte la civilisation à des peuples plongés dans la sauvagerie et la barbarie. Le royaume du Rwanda, qui apparaît comme un État hautement organisé et centralisé, n'a pu être fondé et ne peut être gouverné que par des envahisseurs venus d'ailleurs, qui ne sont pas tout à fait des Africains. Cette idéologie raciste va devenir la version officielle de l'histoire du Rwanda, propagée par les missionnaires et enseignée dans les écoles dont ils ont le monopole. Dans mon livre Notre-Dame du Nil, le personnage de Messier de Fontenelle symbolise ces tristes dérives. Les colonisateurs allemands et surtout les Belges vont appliquer le système de l'administration indirecte inspiré du modèle anglais. On se sert de l'organisation traditionnelle pour imposer le nouvel ordre européen. Mais en cela, il durcissent considérablement les hiérarchies selon les divisions racistes de la société. Seuls certains clans Tutsis proches de la cour paraissent capables d'accéder aux postes de responsabilité. Les chefs Hutus sont écartés, mais en contrepartie, les chefs Tutsis doivent imposer aux paysans les exigences de nouveaux maîtres. Portage, corvée, travaux, toutes sortes de choses portées par la colonisation. Un fossé se creuse entre les chefs Tutsis, auxquels les paysans ont tendance à attribuer des contraintes posées par le colonisateur. Dans les années 60, au moment où les autres pays africains accèdent peu à peu à l'indépendance, l'élite Tutsi au pouvoir réclame l'indépendance immédiate. Ils vont être considérés comme de dangereux révolutionnaires. Les colonisateurs belges et les missionnaires vont alors porter au pouvoir l'élite Hutu formée à la hâte dans les séminaires. Mais cette élite Hutu a intégré l'idéologie raciste
qui fait des Tutsis, des étrangers, des envahisseurs, les premiers colonisateurs qu'il faut chasser ou dont il faut se débarrasser par tous les moyens, ce qui amène au génocide de 1994. Une religieuse dit à Modesta, lorsqu'elle célèbre, tu ne frotteras jamais assez pour effacer la faute d'être femme. Dans les sociétés africaines, l'économie repose en grande partie sur le travail des femmes. En tant que mère, elle jouit d'un grand prestige. Si sur la jeune fille pèsent de nombreux tabous, la société rwandaise ignore les décisions. La conversion en masse de la population ne fit en rien progresser le statut des femmes. Dans les rares lycées des filles, les religieuses européennes perpétuaient leur règlement rigoureux qu'elles avaient connu dans leur noviciat. Dans ce lycée catholique, qui prépare l'élite féminine du pays, les tabous sur les règles qu'imposait la société traditionnelle étaient repris et même accentués par le mépris et la peur de la femme tentatrice et impure, celle qui, selon la Bible, a introduit le péché dans le monde, en tendant la paume fatale à Adam. Ce que je décris dans Notre-Dame des Nils, c'est ce que j'ai connu moi-même à Kigali, au lycée Notre-Dame des Citeaux. Mes impressions sur le film Notre-Dame des Nils. C'est toujours avec un peu d'appréhension qu'un auteur voit son livre mis en image, mais quand j'ai vu le film, j'ai été soulagée et heureuse de voir à quel point mon ami Atik Raimi avait été fidèle à mon livre. Sans doute, n'ai-je pas connu ce temps de l'innocence qui ouvre le film, mais il y avait beaucoup de moi dans l'actrice qui incarne Virginia, et j'ai été convaincue par la fraîcheur et la spontanéité des jeunes actrices rwandaises. Et comment ne pas être touché par les belles images qu'ils nous donnent à voir du Rwanda? Comment comprendre devant la douceur et la beauté des paysages qu'ils ont été le cadre de tant d'atrocités? Moi, je ne peux m'empêcher de m'écrier comme je le faisais quand je suis retournée pour la première fois au Rwanda. Rwanda Nziza, il est beau mon pays.